bienvenue dans l'émission Politiquement OK, une émission de référence dans le domaine politique en Guinée. Nous recevons aujourd'hui M. Bahouri, fondateur et vice-président du parti FDZ, en référence du dernier congrès électif de 2015. M. Bahouri, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que avez-vous quelque chose à ajouter sur ma présentation sur vous? Non, j'anime également le mouvement Le Renouveau, qui est un mouvement à caractère politique, mais qui n'est pas un parti. Et c'est avec ce mouvement que nous avons présenté des candidats aux élections communales à Matoto, à Ratoma, à Lubreka. Quelle est votre réaction, toute première réaction de la démission du gouvernement guinéen? C'était une décision qui était attendue, donc c'est une bonne chose que cela se fasse maintenant. Qu'en pensez-vous du bilan du gouvernement Modiula? Bon, je pense que le gouvernement a eu beaucoup de difficultés, surtout dans le domaine social, avec beaucoup de conflits dans le secteur de l'éducation nationale. Et également, le gouvernement a été mis en place au lendemain d'une épidémie dévastatrice que le pays a connue, l'Ebola. Donc c'était dans une période de convalescence. Donc il est compréhensible que sur certains points, le gouvernement a rencontré beaucoup de difficultés. Y a-t-il des personnes que vous souhaitez dans le gouvernement précédent? Bien sûr, il y a des hommes et des femmes qui ont montré des capacités et qui ont été des hommes et des femmes de valeur. Il n'y a pas de raison que cela ne puisse pas rester dans le gouvernement, à leur poste ou dans d'autres fonctions. Pouvez-vous nous citer quelques-uns? Non, ce n'est pas la peine de citer. Avez-vous l'ambition, par exemple, d'accepter un poste dans le conseil gouvernement? No comment. No comment. Ah. Et lors de votre dernière interview sur un site d'actualité en Guinée, vous avez dit, est-ce que vous êtes à la base d'une lignée politique de l'opposition beaucoup plus intelligente et constructive face à vos différentes réactions de 2016 à nos jours? On sent que c'est tout ce que vous avez prévu commence à y arriver. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous êtes par exemple dans le secret de la présidence? Est-ce que vous êtes parce que vous avez de l'expérience politique? Qu'en pensez-vous de vos réactions? Est-ce que ça prend de l'ampleur et des fruits en Guinée actuellement? Non, je suis très heureux que les idées que nous prenons depuis mon retour d'exil prospèrent. C'est-à-dire, nous pensons que le pays a besoin, disons, d'une démarche constructive. Que veut dire une démarche constructive? C'est-à-dire que ce pays appartient à tout le monde. Et s'il va bien, c'est dans l'intérêt de tous. S'il va mal, nous serons tous pénalisés. Et par conséquent, il faut faire émerger les idées et les critiques qui peuvent améliorer la situation. S'il y a des aspects positifs que le gouvernement met en œuvre, il faut avoir le courage de le lui reconnaître. Maintenant, s'il y a des aspects qui ne sont pas à la hauteur de nos ambitions et de nos espoirs, il faut le dire et apporter des approches alternatives qui nous permettent d'aller de l'avant. Il est plus intéressant dans un contexte d'écoute mutuelle que les hommes et les femmes en situation de responsabilité écoutent et prennent en compte les critiques les plus positives pour s'améliorer, pour améliorer la qualité de la gouvernance. Et ça permet de nous faire gagner à tous. Et lors de vos différentes interventions dans les médias guinéens, vous prédisez l'isolement de certains de nos personnalités politiques en Guinée. Pourquoi ils seront isolés? Pourquoi? Dites-nous pourquoi. Bon, vous savez, ceux qui sont les porteurs des idées, qui ont fait leur temps, c'est-à-dire ceux qui sont porteurs d'attitudes ethnocentristes, qui prônent une culture de violence et une culture de stigmatisation d'une partie de la communauté nationale, de quelque bord qu'ils puissent être. Ce sont des personnes qui, de par
la vacuité des idées qu'il porte et puis du fait que la société guinéenne est en train de bouger vers plus de modernité. Ce sont des hommes et des femmes qui vont être isolés. Qu'est-ce que vous voulez proposer comme solution alternative face à vos avis personnels? Vous savez, il faut prendre la vie telle qu'ils sont. On naît, on grandit, on vieillit et on meurt. Les idées évoluent également de la même manière. Ceux qui sont porteurs d'idées surannées vont appeler à disparaître, pas en termes de personnes physiques, mais en termes de porteurs d'idées qui ne sont plus du temps actuel. Et s'ils veulent se remettre au goût du jour, il faut qu'ils changent en profondeur. Et c'est ça l'ordre des choses. Et ceux qui refusent de changer vont être appelés à être, dans une certaine mesure, mis de côté. Et à la fin du mois passé, on vous a aperçu avoir rencontré Aboubacar Sylla. Quel est le plan? Quel est le plan politique que vous mettez en place avec lui? Parce que vous partez à son siège pour le rencontrer, y compris, vous félicitez par exemple Mokhtar Diallo du fait qu'il s'est probablement rallié au président. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Non, je pense que ceux qui se remettent en cause, ils se rendent compte qu'à un moment donné, ils ont pu être abusés par d'autres et qui changent d'attitude, qui mettent en avant des approches plus sages, plus intelligentes, plus responsables, je ne peux que m'en féliciter. Et je les encourage à persévérer dans cette direction. Parce que ce qui est le plus important dans un pays, c'est que la classe politique soit une classe politique évoluée, une classe politique qui fait preuve de responsabilité, qui fait preuve de sens, qui a un sens de l'État. Et c'est ça qui permet de construire un pays qui sera stable et qui pourra répondre aux attentes et aux aspirations de la grande majorité des populations. Revenons-en à votre carrière politique dans le parti FDZ. Il y a une personnalité du FDZ qui vous accuse de ne pas avoir la maîtrise de la communication politique et de ne pas connaître aussi le job d'un chargé de com. Moi, je vous pose la question. C'est vous, quel est le job d'un chargé de com, si ce n'est qu'à gérer les images et son organisation, c'est-à-dire cela veut dire l'organisation de son parti? Bon, je pense que la meilleure communication, c'est la communication qui est entendue et qui élargit l'influence de ceux qui sont les porteurs de cette communication. Si cette influence s'élargit et devient audible au niveau d'une majorité de la population, alors cette communication est réussie. Et donc, les appréciations que d'autres peuvent avoir, libre à eux de ne pas apprécier Bahouri, c'est dans l'ordre des choses. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'apprécient pas la communication de M. Trump, mais la base de M. Trump a l'air d'apprécier sa communication. Donc c'est pour dire, vous savez, les idées, les approches, il n'y a jamais de vérité absolue à ce niveau-là. Chacun l'interprète et agit en fonction de sa propre subjectivité. Donc il n'y a rien à redire en plus. Parlons un peu du cas de Mohamed Koula, assassiné tout près du siège de la première force de l'opposition guinéenne. Quel est votre combat pour que justice soit faite à son niveau? La vérité. C'est toujours dans le laxisme, on ne voit rien dans ce cadre. Et l'État fait 2 poids 2 mesures. S'il y a des activités injustement liées à l'opposition, ils viennent pour attaquer, et s'il y a de l'autre côté, ils s'en foutent. La situation est beaucoup plus complexe que cela.
dans le cadre de l'affaire de l'assassinat du journaliste Mohamed Koula et la tentative d'assassinat sur ma personne, il y a un jugement qui a été rendu et qui a causé un trouble au niveau de toutes les personnes qui auraient pensé que la justice aurait été beaucoup plus impartiale, beaucoup plus neutre, beaucoup plus professionnelle et responsable. C'est la raison pour laquelle nous avons interjeté appel de ce jugement et l'autre partie également, pour des raisons qui lui sont propres, a interjeté appel. Et je pense qu'au niveau de l'appel, on pourra assister à un jugement qui fera preuve de clarté, qui fera preuve d'équité et qui permettra de situer les réelles responsabilités et de ceux et de celles qui ont commandité la tentative d'assassinat sur ma personne qui a abouti à l'assassinat du journaliste Mohamed Koula. Lors de votre intervention dans une autre émission, vous avez parlé des récents classements de RSF face aux médias guinéens et que vous êtes parti vers cette institution pour impacter négativement, en parenthèse, sur le classement de la Guinée. Est-ce que vous avez réellement fait ça? Je suis allé me demander à Reporters sans frontières de prendre l'affaire Mohamed Koula, puisque c'était un journaliste qui est mort dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, et de m'appuyer, pas pour m'appuyer en tant que personne, mais pour appuyer pour que la vérité soit dite, toute la vérité, toute la vérité en ce qui concerne les commanditaires et les assassins du journaliste. Bien, je n'ai pas obtenu une attitude et une réaction tout à fait conforme à mon attente. Et je le déplore. Et je pense que cette organisation aurait pu mieux faire. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a un tropisme dans il ne faut pas toujours voir l'État d'un côté et l'opposition entre guillemets de l'autre. Il y a des pratiques mafieuses de certaines personnes qui peuvent être des hommes de partis politiques ou des hommes d'organisation parce qu'ils ont l'argent. Ils corrompent les juges, ils corrompent la justice, ils corrompent les médias, ils corrompent beaucoup de personnes pour simplement aboutir à leur fin. Nous sommes d'un état de violer les principes de la liberté de la presse et autres. Donc il faut faire extrêmement attention et avoir une vision beaucoup plus globale dans l'appréciation des difficultés de l'expression libre des idées et de la presse en manière. Au-delà de rester en justice pour que justice soit faite pour Mohamed Koula, qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez entrepris de façon pragmatique pour pouvoir pousser l'État à agir, au-delà d'aller mettre pression au niveau de RSF, au niveau des institutions judiciaires guinéennes? Est-ce que vous avez prévu un meeting pour lui? Est-ce que vous avez prévu une manifestation? Est-ce que vous avez prévu d'installer une stèle à son image, tout ça là? Qu'est-ce que vous avez prévu réellement? Donc, pour le moment, on est dans le cadre judiciaire. Et là, nous nous sommes battus et nous continuons de nous battre pour que toute la vérité soit dite. Et vous savez, pour porter un dossier judiciaire, un crime, alors que de l'autre côté, vous avez une armada d'avocats qui sont payés pour contrebalancer tout ce que vous pouvez faire, ce n'est pas évident. Mais nous portons le projet judiciaire pour que toute la justice soit faite là-dessus. Et nous avons porté sur la place publique l'assassinat du journaliste Mohamed Koula. Et je salue les journalistes qui se sont associés par 2 fois à la commémoration de l'anniversaire de la mort de Koula. Donc c'est pour vous dire que nous le faisons et nous continuons de le faire. Après le procès judiciaire, nous saurons ce qu'il y aura à faire
parce que je vous rappelle qu'il a laissé une veuve et un enfant de 4 ans. Revenons à votre carrière politique. Pensez-vous revenir un jour au 16 pour prendre la présidence du parti FDC en 2020 par exemple, parce que c'est pas si les statuts du parti contre sur 2 mandats consécutifs au compte du président sortant. Est-ce qu'il y a un autre statut qui dit au-delà de 2 mandats, il n'est pas possible de représenter pour un 3e mandat et représenter le parti sur les élections nationales? Est-ce que vous avez une chance dans ce cadre pour représenter l'FDG en 2020? Au-delà de cet, le premier vice-président de l'FDG qui remplace le président en cas d'empêchement ou absence. La décision d'exclure Bahouri a été rejetée par la justice en première instance. On est en appel. La décision de la Cour d'appel est attendue dans les semaines à venir. À partir de ce moment-là, la question du leadership de l'FDG se reposera sous d'autres cieux et dans de meilleures conditions. Ok. Et j'aurais appris que, par exemple, lorsque vous faisiez le bac, vous avez été parmi les lauréats au Sénégal. Expliquez-nous par exemple. Et qu'il y a d'autres qui disent, et quand vous êtes admis en tant que lauréat, au sein de votre famille, il y a une équipe de gendarmes qui était venue pour vous accompagner et que votre maman est partie et avait eu peur. Elle pensait autrement. Et que c'est dans l'avion présidentiel de Senghor que vous êtes parti en France quotidienne. Est-ce que réellement, comment ça s'est passé? On devrait savoir parce que nous sommes jeunes et vous êtes une référence pour nous. Non, il y a des choses qui sont en partie vraies, mais bon, le fait de dire que les gendarmes sont venus, ma mère a eu peur, donc là c'est une invention qui ne correspond pas à la réalité. C'est vrai. Pardon. J'ai eu l'honneur d'être lauréat du concours général des meilleurs élèves du lycée du Sénégal en 1976 et 1977. Donc, c'est ce qui m'a valu, disons, d'être promu et d'avoir la bourse pour le fonds d'aide de la coopération du gouvernement français pour aller faire les études de mathématiques supérieures et mathématiques spéciales au lycée pour préparer le concours des grandes écoles scientifiques françaises au lycée Louis-le-Grand à Paris. Donc ça c'est la réalité. Et j'ai eu l'honneur d'être avec des hommes aujourd'hui qui étaient dans la même classe que moi, que l'actuel vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Mokhtar Diop, l'actuel premier ministre du Sénégal, Mohamed Dionne, l'actuel ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, Serigne Mbaye Thiam, et tant d'autres, et tant d'autres. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas... c'est un honneur et puis aussi c'est une réalité. Au-delà de toute cette connaissance que vous avez un peu de mal à vous implanter, à vous imposer par rapport sur la scène politique guinéenne. Qu'est-ce qui manque réellement? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que je vous rappelle que parmi les hommes politiques guinéens, vous êtes parmi ceux qui sont dans les radars du président en tant que les plus convaincants. Pourquoi vous n'êtes pas toujours implanté réellement? Pourquoi vous ne parvenez pas à prendre d'ampleur? Est-ce que c'est parce qu'il y a une sorte de politique politicienne et que vous avez le pragmatisme en vous, ou bien c'est quoi? Bon, il y a en partie ce que vous dites est vrai, il y a une politique politicienne. Aujourd'hui, le parti que j'ai créé, ceux que j'ai reçus à l'UFDG, ce sont ceux-là qui sont en train de me combattre et qui n'ont jamais été solidaires, même pendant ma période d'exil. Donc, j'ai fait presque 5 années d'exil. Je suis dans ma 2e année de retour dans le pays natal, mais je suis heureux de l'influence que nous sommes en train d'avoir, qui fait que la classe politique, dans une certaine mesure,
est impacté par notre attitude et notre façon de faire avec des idées alternatives, une approche beaucoup plus constructive et j'en suis très heureux. Donc cela veut dire que notre influence est en train de s'élargir. Le reste, ça va venir avec le temps. Le monde ne se fait pas en un seul jour. Ouais. Et une autre question pour finir. Est-ce que vous avez l'intention d'accepter maintenant de se libérer pour reprendre votre poste et faire complètement dans la généralité et que vous travaillez en tant qu'ami, partenaire pour 2020? Est-ce qu'il y a une autre stratégie? Est-ce que vous avez l'ambition de faire cela? Bon, vous savez, il ne faut pas avoir une vision romantique ou une vision sentimentale de la politique. Il y a des réalités qui sont là. D'abord, il y a quelqu'un qui a été tué. Il y a eu une campagne de dénigrement systématique pour nuire à la réputation de quelqu'un d'autre. Il faut que la vérité soit dite. Il faut que justice soit faite. Et ce n'est qu'après qu'on peut envisager les choses autrement. Mais d'abord, il faut qu'il y ait la justice. Parce qu'il ne faudrait pas, comme on dit, étouffer la vérité. Vous étouffez la vérité, vous cultivez et vous renforcez l'impunité. Et le renforcement de l'impunité amène à accroître la gangrène qui est en train de miner l'institution politique et l'IFDG. Donc il faut la clarté, il faut la responsabilité, il faut la vérité. Ce n'est qu'après qu'on pourrait envisager les choses d'une manière ou d'une autre. On veut vous demander votre mot de la fin pour l'émission Politiquement OK. Il faut y croire, vous êtes jeune, la liberté d'expression s'élargit dans notre pays. Cette société médiatique qui devient de plus en plus une réalité, il faut, comme vous l'avez fait, aller au fond des choses, mener des enquêtes, ne pas accepter des idées toutes faites et se dire que le monde dans lequel nous vivons est un monde très complexe. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. Donc, à partir de là, avec une écoute, une attention et une intelligence plus acérée, je pense que la Guinée peut s'en sortir. Et c'est votre génération qui va construire la Guinée nouvelle sur laquelle nous pensons pouvoir bâtir une société plus juste, plus moderne et plus prospère. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'émission Politiquement OK. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.